Bonjour, aujourd'hui c'est Benoît et je vais te parler de vêtements de luxe qui me passionnent. Souviens-toi, on est en 2016 et la marque Vêtements, qui s'appelle vraiment Vêtements, lance un curieux t-shirt DHL qui est quasiment le même que le t-shirt porté par les livreurs de DHL. Alors les différences très minimes, c'est la largeur des bandes rouges dans le dos et la coupe qui est un petit peu plus ample. On se dit, pourquoi pas? Sauf que le prix tabasse puisque ce t-shirt coûtait quand même 245 €. Et c'est donc logiquement que ce t-shirt devient culte et fait un incroyable buzz pour Vêtements. D'ailleurs, le fondateur, qui a un nom à coucher d'or, c'est Dema Gevalia, je sais, bref. D'ailleurs, le fondateur est devenu directeur artistique de Balenciaga. Oui, les sneakers Triple S à plus de 600 €, c'est lui. Alors pour info, ils ont remis le couvert en sortant un autre t-shirt DHL à plus de 500 €. C'est donc 2 fois plus cher que le premier t-shirt, qui est certes plus travaillé, mais pas 2 fois mieux quoi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'expliquer comment les marques de luxe peuvent encore arriver à faire des coups pareils. Par exemple, Saint Laurent sort des t-shirts blancs 100% coton à 295 €, qui sont évidemment pas 10 fois mieux qu'un t-shirt à 29 €. Alors il y a un livre qui m'a énormément aidé pour faire cette vidéo, ça s'appelle Luxe Oblige, c'est celui-là. Et si tu aimes cet univers, vraiment la lecture est tout simplement obligatoire. Mais avant, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la différence entre le luxe et le premium, parce que dans cette vidéo, on va parler pas du tout de premium, mais on va parler que de luxe, c'est hyper important. Tu vas bien retenir cette phrase. Dans le premium, tout écart de prix est justifié par un élément objectivé. En gros, dans le premium, on donne des preuves, on donne des faits pour expliquer le prix, alors que dans le luxe, le prix, c'est la magie, quoi. Par exemple, le cognac est considéré comme un produit de luxe parce qu'il y a toute une légende, une symbolique autour de Napoléon, autour de Louis XIII, etc. Alors que le whisky, c'est plus un produit premium dont le prix est justifié par le blend, par le vieillissement, par des choses finalement qui sont très techniques. Ça, c'est du premium versus du luxe. Alors le premier levier du luxe auquel je pense, qui est aussi le plus évident, c'est la rareté. C'est le fait de rendre un produit désirable en le rendant rare, difficile à obtenir. Cela dit, si on creuse un peu, c'est contre-intuitif, parce qu'une marque finalement, elle a tout intérêt à satisfaire le plus possible la demande autour de ses produits pour faire le plus de volume et donc faire le plus de chiffre d'affaires et notamment faire des économies d'échelle. Ça, c'est le genre de truc que Geoffrey explique très bien dans toutes ses vidéos. Sauf que dans le luxe, ça fonctionne pas comme ça, même pas du tout. Et moi, ça me fascine qu'un concept mais aussi simple, aussi bidon, aussi évident que la rareté du produit ait pu faire prospérer des marques entières à des succès mais inimaginables. Je pense évidemment à des marques comme Supreme ou comme Bape, mais les collectionneurs de sneakers connaissent très bien ce levier marketing et la sneaker, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple d'une rareté artificielle créée de toutes pièces. Adidas, si vous voulez sortir 500 000 paires de Yeezy et non pas 100, t'inquiète pas, ils sont totalement structurés pour le faire. Si vous voulez, ils pourraient le faire sans problème. Je suis quand même assez admiratif de ces marques qui arrivent à résister à la pression de la demande et qui choisissent consciemment de faire attendre leurs clients. Moi je dis franchement bravo, il faut oser. Tout ça c'est parce que c'est crucial pour une marque de luxe d'avoir bien plus de personnes qui connaissent la marque que d'acheteurs finaux. Et pour moi c'est d'ailleurs l'un des plus gros défis du luxe, de maintenir une demande constante tout en ne décourageant pas ses acheteurs d'attendre trop longtemps. Rolex a particulièrement réussi son coup parce que sur certains modèles il faut parfois attendre 1 an et pourtant la demande reste très élevée. Deuxième truc, le luxe doit savoir exclure les non-adeptes de la marque. Alors ça c'est un truc que j'ai vraiment mis du temps à comprendre, mais une marque de luxe ne doit pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde. En gros, le consensus, elle s'en fout. Mais elle s'en fout royalement. Oui, une marque de luxe doit quand même garder son aspérité, ce qui fait qu'elle est unique et donc ne pas trop se diffuser finalement. Acronyme pour moi en est la parfaite illustration tant la marque est polarisante. Et elle assume volontiers le fait de ne pas satisfaire tout le monde, voire même d'en énerver. Et parfois, il y a un ton du style si t'es pas content, va voir ailleurs quoi. Alors oui, moi, Acronyme, pour moi, c'est une marque de luxe. Exclure les non-adeptes de la marque, c'est logique parce que le luxe, c'est une méritocratie et ça se mérite. Alors mon avis très personnel, je pense que ce paradigme est vraiment en train d'évoluer pour le coup, surtout auprès des jeunes générations. Dans ce que j'appelle le monde d'avant, le luxe était exclusif, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'il excluait des gens. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus la voie à suivre. Je pense qu'au contraire que le luxe doit être inclusif, c'est-à-dire qu'il doit inclure des personnes, notamment avec des vendeurs toujours plus bienveillants, chaleureux et pédagogues, pour avoir une expérience client toujours la plus unique possible. Troisième truc, le luxe se doit de protéger ses clients des autres. C'est un constat qui est difficile à faire et qui heureusement tend aussi à disparaître, mais le luxe n'est pas démocratique. Au contraire, il a tout intérêt à faire de la ségrégation sociale, quasiment. Ça se manifeste dans certaines boutiques de luxe où certains étages ne sont réservés qu'aux meilleurs clients, c'est les fameux petits salons privés. C'est très caractéristique chez les compagnies aériennes où les clients de première classe ne doivent surtout pas voir
les clients de classe économique, que ça soit au décollage, à l'atterrissage ou même pendant le vol. Tu as ça aussi dans les salons automobiles ou chez les marques de luxe, seuls les riches clients ont le droit de monter dans les voitures exposées ou même simplement de les toucher. Quatrième point, dans le luxe, la pub ne sert pas à vendre. Alors ça, je me suis toujours demandé, mais pourquoi dans les pubs de luxe, les marques ne parlent jamais réellement du produit? Pourquoi, par exemple, elles ne disent rien sur la qualité des cuirs utilisés? Pourquoi est-ce qu'elles ne mettent pas en avant les savoir-faire très particuliers? Je me disais, mais c'est pas possible. Alors c'est très visible dans les pubs autour du parfum, mais c'est aussi le cas pour les sacs à main, les lunettes ou les vêtements. Alors il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que parfois le produit il n'est pas si dingue que ça, le savoir-faire derrière il n'est pas si hallucinant que ça, donc il n'y a pas grand-chose à raconter. Et la deuxième réponse, c'est que la publicité dans le luxe sert à créer le rêve, mais sûrement pas et d'ailleurs surtout pas à vendre le produit en l'expliquant. Alors moi qui aime le produit, qui adore comprendre comment c'est fait, pourquoi c'est fait, je te cache pas que c'est hyper frustrant pour moi. Bref, le rêve vient avant la compréhension du produit, ça c'est primordial. Et à la limite, quand vous allez dans une boutique de luxe, le vendeur, il est là pour rationaliser ce rêve en fait, en vous expliquant le produit et donc en justifiant subtilement le prix. Le problème, c'est que plus une marque de luxe est diffusée, plus le rêve s'effrite. Donc il faut constamment entretenir cette image de marque et c'est là que les immenses campagnes marketing très coûteuses entrent en jeu. Campagnes marketing qui sont évidemment comprises dans la marge du produit, bah oui, quand même. Cinquième point, le luxe doit savoir communiquer à ceux qui ne ciblent pas. En fait, il faut que ceux qui n'achètent pas mais qui rêvent quand même puissent reconnaître la marque quand elle est portée par quelqu'un d'autre. Oui, si personne ne reconnaît la marque de luxe portée par un autre, le rêve se perd finalement. Donc c'est là où le luxe effectivement sert à afficher une classe sociale supérieure, pour caricaturer. Il faut donc de l'image de marque très prestigieuse et en même temps toucher le plus grand nombre. Alors comment le luxe fait pour résoudre cette équation a priori impossible? C'est pour ça que James Bond, sa voiture c'est une Aston Martin, une marque de voiture dont je crois il n'y a pas de voiture neuve en dessous de 150 000 € quand même. C'est aussi pour ça que Prada utilisait des personnages de Final Fantasy pour faire une campagne de pub. Et c'est aussi pour ça, on revient toujours à l'acronyme, et c'est pour ça que la marque est présente dans Deus Ex. Comme ça, tous les petits gamers ils pourront rêver et reconnaître quand d'autres personnes porteront du Prada ou du acronyme, voilà. Et le dernier point, on va parler du luxe et du problème d'internet. Je me suis toujours demandé pourquoi les e-shops de marques de luxe étaient au mieux corrects, au pire mais désastreux. Parce que je me disais qu'avec les matières qu'ils utilisent, les savoir-faire derrière, ils doivent avoir une tonne de choses à raconter sur les pages produits. Aïe aïe aïe, et là c'est vraiment la catastrophe. C'est un naufrage digital, ou même c'est un désert digital tellement il y a zéro contenu sur les produits. Non pas que j'ai des leçons à donner à des marques de luxe qui pèsent des milliards et qui sont prestigieuses, mais sérieux quoi, la chemise blanche c'est à 420 € et t'as rien sur les finitions. Sur la matière, la coupe, t'as que dalle, c'est pas normal. Alors par contre, il y a une exception avec l'horlogerie, puisque par exemple le Rolex n'hésite pas à détailler en long en large la qualité de ses aciers. Alors tu vois, j'ai l'impression que le luxe, il a encore un peu peur d'internet, parce que il s'embête à faire des flagships, des boutiques très prestigieuses, à former des équipes de vente, etc., à faire des mises en scène de folie, et j'ai l'impression qu'ils ont peur que finalement Internet casse tout le rêve. Parce que tu vois, Internet c'est la transparence, c'est l'instantané, c'est la comparaison des prix, c'est ce qui est exactement tout l'inverse du luxe. Et ça, c'est un paradoxe dont le luxe a encore beaucoup de mal à s'extirper. Sauf que pour moi, avec une jeune génération qui a été biberonnée avec des influenceurs d'Instagram, à des vidéos d'unboxing de produits, ou même à des articles d'Ibis qui présentent la dernière sneakers en série très limitée, aujourd'hui, une marque de luxe ne peut plus faire l'impasse sur une expérience digitale qui soit fantastique, qui soit bien vénère, bien travaillée. Parce qu'un jour, les marques de luxe elles vont devoir comprendre que la désirabilité, elle se crée aussi sur le web maintenant, elle se crée aussi sur le digital, et sûrement pas avec des pages produits totalement lapidaires, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à mieux comprendre le prix d'une sneakers Arclight. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Si toi aussi c'est le cas, oublie pas Luxe Oblige, donc c'est 450 pages où ça ne parle que de ça. Et surtout, tu as maintenant Luxe et Digital aussi, c'est un livre dont on a participé à la rédaction d'ailleurs, qui parle justement de ce lien délicat entre luxe et Internet. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un pouce bleu, inscris-toi à la newsletter et moi je te dis à très bientôt. Salut!